Votre fidélité à TPT Plus le rassure, mesdames, messieurs. Bienvenue au journal, à la une de cette actualité. Le développement n'est pas un décret, mais un ressenti dans la vie des citoyens et il repose avant tout sur les transformations sociales et mentales. En République démocratique du Congo, au moins 40 morts vers la frontière avec l'Ouganda dans les attaques. Et le président américain a affirmé hier vendredi que le cessez-le-feu conclu avec l'Iran demeurerait en vigueur malgré une nouvelle flambée de tensions militaires au Golfe. C'était le sommaire, on développe tout de suite. Merci de choisir TPT Plus pour vous informer. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé hier, vendredi 8 mai 2026, à Oyo pour un séjour de travail. Je vous propose de suivre son arrivée via l'aéroport de Lombo. C'est en sa qualité de président de la République du Congo, nouvellement investi dans ses fonctions, que Denis Sassou Nguesso est arrivé ce 8 mai à Oyo par l'aéroport international de Lombo. Le chef de l'État qui entame ce vendredi un séjour de travail dans la partie septentrionale du pays, le premier après sa prestation de serment le 16 avril dernier, a été chaleureusement accueilli par les autorités préfectorales de la Kénie à Lima et de la Kiveto. Des corps constitués départementaux, visiblement heureux de saluer le président de la République qui amorce son nouveau mandat placé sous les signes de l'accélération de la marche vers le développement. Du côté du gouvernement, la présence du nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Jean Olesongo Ondayon, nommé par décret numéro 2026-176 du 24 avril 2026, a été remarquable. À Oyo, le chef de l'État est venu rendre hommage à sa regrettée mère, Emilienne Mouébara, décédée le 10 mai 1982 à Paris, en France. Une cérémonie de recueillement en sa mémoire est prévue ce dimanche au cimetière familial. Il pourrait aussi accorder son hospitalité à certaines personnalités au cours de son séjour au bord de la Lima. Rappelons que ce déplacement du président congolais à Oyo intervient quelques jours après sa visite d'État en Russie, visite qui consolide davantage l'axe Brazzaville-Moscou. Le développement d'un pays ne peut être réduit à des infrastructures, des annonces budgétaires ou des chiffres de croissance. Il repose avant tout sur des transformations sociales et mentales capables d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. Au Congo, la véritable mesure du développement devrait se jouer sur 4 piliers essentiels: la formation, la santé, l'éducation et le pouvoir d'achat. Prince Charlie Chikaya pour ce reportage. Le développement, c'est la combinaison des changements sociaux et mentaux, aptes à faire croître le produit réel d'une société. Cette définition de François Pérou conserve aujourd'hui une résonance particulière pour le Congo. Elle rappelle une vérité souvent oubliée dans les débats publics. Le développement ne se limite pas à la croissance économique. Un pays peut afficher des chiffres macroéconomiques flatteurs tout en laissant sa population dans la précarité, le doute et l'exclusion. Depuis plusieurs années, le Congo parle beaucoup de transformation, de modernisation et de diversification économique. Mais au-delà des discours institutionnels, une question fondamentale demeure. Le citoyen ressent-il réellement une amélioration de ses conditions de vie? Car c'est là que se situe la frontière entre la croissance statistique et le développement réel. Le développement commence lorsque les populations vivent mieux, se soignent mieux, apprennent mieux et travaillent dans des conditions dignes. Aucun pays ne se développe durablement sans investir massivement dans la formation de son capital humain. Le véritable pétrole du Congo n'est pas dans son sous-sol, il est dans sa jeunesse. Pourtant, une partie importante de cette jeunesse continue d'évoluer dans un système où l'accès à des formations qualifiantes demeure limité, parfois déconnecté des besoins réels du marché de l'emploi. Le Congo ne manque ni de ressources ni de potentiel. Ce qui est désormais attendu, c'est une transformation visible dans la vie quotidienne des populations.
Au Congo, la santé mentale demeure un sujet sensible encore largement enveloppé de silence et de préjugés, alors que les besoins en accompagnement psychologique se font de plus en plus visibles. Consulter un psychologue reste pour certains une démarche difficile à assumer. Suivez ce reportage de Prince Charlie Chikaya. Dans l'imaginaire collectif, le recours à un professionnel de santé mentale est encore trop souvent associé à la folie ou perçu comme un aveu de faiblesse. Cette représentation sociale constitue un frein majeur pour de nombreuses personnes qui préfèrent taire leur souffrance psychique plutôt que de solliciter une aide extérieure. Stress, anxiété, dépression, traumatismes ou conflits familiaux sont ainsi dans bien des cas gérés dans l'isolement ou l'anonymat total. Pourtant, les réalités socio-économiques actuelles contribuent à accentuer les fragilités psychologiques. Pression scolaire et professionnelle, chômage, instabilité familiale, violence conjugale, autant de facteurs qui pèsent sur l'équilibre mental des individus. Par ailleurs, plusieurs obstacles structurels persistent. Le manque de structures spécialisées ou encore existantes et moins connues des populations, mais aussi la persistance des tabous culturels limite l'accès aux soins psychologiques. Pour une grande partie de la population, face à ces défis, de plus en plus de voix plaident pour une meilleure prise en compte de la santé mentale dans les politiques publiques. Au Congo, la question de la santé mentale dépasse ainsi le seul cadre médical. Elle s'inscrit au croisement des réalités sociales. Lever le tabou, c'est aussi reconnaître qu'aller mal fait partie de l'expérience humaine. Et l'actualité, on rappelle, c'est aussi la journée mondiale de la Croix-Rouge qui est célébrée chaque 8 mai dans le monde entier en vue de se souvenir de l'anniversaire de naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863. Ainsi, la Croix-Rouge témoigne ses actions en faveur des victimes et en diffusant son éthique de tolérance et de dialogue contribue à la prévention des conflits et des tensions. Mais quel est son rôle? Suivez ce reportage. La journée mondiale de la Croix-Rouge est célébrée tous les 8 mai. Ce mouvement contribue à l'extension et à la promotion du droit international humanitaire en assurant sa diffusion. En exerçant une action constante auprès des États, il s'efforce d'en faire respecter les principes et l'application lors des conflits. Cette journée vise à rendre hommage à l'engagement des volontaires, célèbre l'action et promouvoir la paix. La Croix-Rouge joue également un rôle principal de prévenir et d'alléger les souffrances humaines sans discrimination en protégeant la vie, la santé et la dignité humaine. Elle intervient lors de conflits armés, de catastrophes naturelles et de crises sanitaires ou sociales en s'appuyant sur des principes de neutralité et d'impartialité. En cette année 2026, le thème retenu est Unis dans l'humanité avec pour objectif de rendre aux volontaires et au personnel qui se tiennent aux côtés des communautés en temps de crise non pas comme des acteurs extérieurs mais faisant partie intégrante de celle-ci. Nous sommes une organisation collective. Et celui qui est à la base de notre organisation, nous avions un seul nom. C'est Henri Dunant. Il y a longtemps. Henri Dunant, qui nous a donné de l'enseignement, faire en sorte que quand il y a les situations de catastrophe, quand il y a les situations de panique, quand il y a les choses de guerre, même dans les moments de paix, nous intervenons. Et à travers ces journées-là, nous faisons des échanges pour que notre action soit, quand il y a souvent des glissements de terrain par exemple, nous avions la mitigation, c'est-à-dire réduire des digues pour que nous soyons dans les inondations. Ceux qui assistent, ceux qui aident les populations là, sont souvent soit tués, soit attaqués. Vous voyez tout ce qui se passe en Palestine, tout ce qui se passe en Iran. Cette communauté qui aide là n'est pas bien traitée. Rappelons que la journée mondiale de la Croix-Rouge à la fois un hommage à leur engagement indéfectible et un moment de recueillement pour se souvenir de celles et ceux qui ont perdu la vie au service des autres. C'est aussi un appel à défendre et à partager l'action humanitaire afin de garantir qu'une aide neutre, indépendante et impartiale continue d'atteindre celles et ceux qui en ont le plus souvent besoin où qu'ils se trouvent. Et dans les rues de Brazzaville, un langage secret émerge, le verlan, qui permet aux jeunes Congolais de communiquer sans être compris. Ce langage codé qui consiste à inverser les syllabes des mots est devenu un véritable phénomène de société chez les jeunes. Suivez ce reportage de Bonel Missier et Welcome Ayondé.
Le verlan est un langage en constante évolution qui se nourrit des influences de la rue. Les jeunes de Brazzaville utilisent le verlan pour créer un langage qui leur est propre. Pour nous, de base, le verlan était une langue qu'on utilisait pour inverser des mots, comme une sorte de code pour nous les jeunes. Mais cette langue, certes, elle est bénéfique pour nous les jeunes, ça nous permet de se communiquer sans pourtant offusquer les personnes âgées et tout. Mais au fur et à mesure, ça a commencé à dégrader notre langage. Je pense que parler en verlan, ce n'est pas vraiment la meilleure solution. Certes, de nos jours, c'est un code pour les frères lorsqu'ils se discutent, pour faire en sorte que tout le monde ne puisse pas comprendre ce qu'ils se disent, mais ça a des inconvénients. Au fur et à mesure qu'on parle une langue, ça reste ancré dans notre cerveau. Donc. Mais je tiens à dire que certes, il est néfaste, mais ça dépend aussi de type de personne. Comme par exemple, moi, je parle très couramment le verlan, mais malgré tout ça, j'arrive à garder un niveau de langue française quand même élevé. C'est tout simplement à cause du niveau qu'on entretient chez nous. On doit avoir cette habitude couramment, malgré de parler du verlan, mais de tout de même avoir des bases solides en français. Parce que nous sommes tout de même des intellectuels en quelque sorte et les futurs cadres de ce pays. Si par exemple à l'école, lorsqu'ils font des dictées, il peut faire la maladresse de pouvoir écrire en verlan ou même parler à une grande personne en verlan et la personne va trouver que c'était impoli. Voilà pourquoi de nos jours, quand nos grands frères ou bien nos parents nous voient et disent que les enfants d'aujourd'hui sont impolis, c'est l'une des raisons. Voilà. Le verlan n'est pas limité à Brazzaville, il est également parlé dans d'autres villes du Congo. Le langage codé est devenu un symbole de l'identité et de la créativité des jeunes. Il faut d'abord cerner le problème à la base. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui la jeune génération vienne avec des choses qui n'ont peut-être pas existé dans le temps? Est-ce que c'est une démission de la part de l'école? Est-ce que c'est une démission de la part de l'État? Au fait, pour moi, le problème est à cerner depuis la base. Le verlan est plus qu'un langage, c'est un phénomène culturel qui reflète la créativité et l'énergie des jeunes Congolais. Un nouveau détail attire l'attention de la population à Brazzaville. Les conducteurs de taxi-moto circulent désormais en basket. Une habitude qui change, portée par une volonté des autorités d'améliorer la sécurité et de limiter les blessures sur la route. Plus de détails dans ce reportage que je vous propose de suivre. Dans les rues de Brazzaville, un changement discret mais révélateur saute désormais aux yeux. Les conducteurs de taxi-moto abandonnent peu à peu leurs sandales au profit des baskets. Une image inhabituelle pour une population longtemps habituée à voir ces derniers circuler en tenue légère, parfois sans protection adaptée. Ce virage n'est pas anodin. Il s'inscrit dans le cadre de l'opération Basket, initiée par la Direction générale de la sécurité présidentielle pour le bien-être des conducteurs de taxi-moto souvent confrontés aux accidents de la route, freinage et autres. Pour de nombreux usagers de la route, cette initiative est perçue comme une avancée significative vers plus de professionnalisme et de responsabilité dans le secteur des taxis-motos. C'est une loi, surtout, je n'ai pas mal mes enfants qui font taxi-moto et souvent porter les sandales. Or, les sandales, surtout dans le sable, facilement, surtout quand ils pétinent le sol, facilement, ils peuvent se blesser. Vraiment qu'ils prennent conscience, parce que porter les baskets, c'est tant mieux. On rappelle, les baskets offrent une meilleure protection des pieds souvent exposés lors des chutes ou des accrochages fréquents en circulation urbaine. Entre volonté et modernisation et réalité socio-économique, l'obligation du port des chaussures pour les taxis-motos incarne les défis de la régulation des transports informels au Congo. Puisque nous sommes à Brazzaville, restons-y pour dire dans plusieurs rues de la ville, les dispositifs de sécurité routière sont visibles de tous. Marquage au sol, panneaux de signalisation et passages à piétons sont installés pour encadrer la traversée. Pourtant, malgré ces aménagements, certains passants préfèrent encore ignorer les indications, s'exposant ainsi à de réels dangers. Bonel Missier et Sarabessa Mundjinga.
marquage au sol fraîchement peint, panneaux de signalisation flambant neufs, passage piéton bien tracé, tout semble avoir été pensé pour assurer la sécurité des usagers, notamment des piétons. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Dans plusieurs coins de la ville, force est de constater que dispositifs parfois ignorés par ceux-là, même qu'ils sont censés protéger, à peine 10 mètres après un passage piéton, certains passants choisissent de traverser la chaussée de manière désordonnée, au mépris des règles élémentaires de sécurité routière. Un comportement qui intègre autant qu'il inquiète. Est-ce un manque de civisme, une habitude difficile à corriger ou simple une négligence face au danger? Les avis divergent, mais le risque, eux, reste bien réel. En ce qui concerne les bandes blanches au sol, cela permet aux piétons de traverser en toute sécurité. Maintenant, quel est le problème avec les usagers de la route? Nous avons comme étant le transport en commun. Le transport en commun, c'est ce que nous voyons comme des automobilistes. Ils n'ont pas la notion du respect de ce passage-là. Ici, comme mon formateur me disait toujours, le passage pour piétons est comme un pont. La chaussée est comme une rivière. Donc, quelqu'un ne peut jamais accepter de traverser la chaussée sans pour autant passer là où il y a le pont. Donc, raison pour laquelle, pour vous les usagers de la route, il est question, dès lors que vous observez, vous comprenez les intentions des piétons qui veulent traverser la chaussée là où il y a les passages pour piétons, prière de les laisser passer. Parce que cet espace les est convié pour la circulation des piétons. Donc, raison pour laquelle, pour nous les usagers de la route, peu importe le véhicule que vous conduisez, respectez les passages pour piétons. Pour moi, ça aurait été mieux que l'on repeint la plupart des chaussées, on doit se le dire, parce qu'il n'y a pas trop de passages pour piétons. Donc, si on pouvait bien repeindre là où les piétons veulent bien observer qu'il y a un passage pour piétons, à travers ça, on peut encore renforcer cette information à travers la télévision pour mieux attirer l'attention des piétons, qu'il est question de traverser la chaussée que là où il y a le passage pour piétons. En traversant hors des zones de sécurité, les piétons augmentent considérablement la probabilité d'accident. Face à un véhicule lancé, quelques secondes d'inattention peuvent suffire pour provoquer un drame. Si les autorités poursuivent leurs efforts en matière d'aménagement routier et de sensibilisation, il revient également aux citoyens de faire preuve de responsabilité, car la sécurité routière est l'affaire de tous, à l'heure où l'accident de circulation demeure fréquent. Parlons sport dans ce journal à l'approche du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 prévu le 19 mai prochain. Le football congolais reste dans l'expectative et pour cause, le silence de la tutelle et paralysie administrative. Qui peut faire avec les Diables Rouges lors de ces éliminatoires? Prince Charlie Chikaya. Le compte à rebours est lancé. Mais le chronomètre de la Fédération congolaise de football paraît bloqué, alors que la CAF s'apprête à sceller le destin des nations africaines pour l'édition 2027. Le Congo, lui, brille par sa léthargie administrative. Fabrizio Cezana, pompier de service après le manque de résultats d'Isaac Ngata, continue néanmoins jusqu'à ce jour d'assurer un intérim qui s'éternise, faute de décision officielle. Aussi, aucun appel à candidature à ce poste n'a été lancé, certainement à cause de ce feuilleton qui perdure entre les deux entités majeures du football congolais. Le parfum de la discorde entre fédération et ministère trouvera peut-être apaisement à l'issue du séjour de travail des membres de la FIFA à Brazzaville, qui certainement aboutira à des solutions palliatives. Notons que les Diables Rouges du Congo auront l'obligation de se racheter après toutes ces déroutes enregistrées ces dernières années. Mais peut-on sérieusement préparer une campagne de qualification sans un patron aux manettes? Au-delà de nos frontières, en RDC, au moins 40 morts vers la frontière avec l'Ouganda dans les attaques. Plusieurs corps ont été transportés le jeudi dernier à la morgue du village d'Oishia. Suivez. Des habitants dans la consternation en République démocratique du Congo à la suite d'attaques de groupes armés affiliés à l'État islamique dans des villages près de la frontière avec l'Ouganda. Au moins 40 personnes ont été tuées selon des organisations locales de la société civile. Les corps ont été ramenés à la morgue d'Oishia.
L'armée a le devoir de nous protéger car sa mission est d'assurer la sécurité de la population et de nos biens. Nous appelons l'armée à remplir son devoir. Nous lui demandons d'utiliser les moyens à sa disposition, y compris les drones, afin de rester informé de ce qui se passe dans la région et de repérer l'ennemi avant qu'il ne frappe. C'est au gouvernement de décider. Nous ne demandons rien d'autre que la paix. Mais cela fait longtemps que nous réclamons cette paix. Nous sommes fatigués et nous ne savons même plus à qui parler de nos souffrances. Nous ne faisons plus confiance à notre gouvernement. On nous a dit que ce terroriste n'était plus dans la brousse, mais aujourd'hui nous ne savons même plus d'où ils viennent. Des responsables de la société civile de l'Ituri imputent ces attaques de mercredi et jeudi aux ADF. À la morgue, plusieurs parents sont venus chercher leurs proches décédés. Hier, à vendredi, la Cour suprême sud-africaine a annulé un vote du Parlement qui avait mis fin à l'ouverture d'une procédure de destitution contre le président Cyril Ramaphosa dans le cadre d'un scandale de vol de 4 millions de dollars en espèces. Illustration. En Afrique du Sud, des partis d'opposition appellent à la démission du président Cyril Ramaphosa. La Cour suprême du pays a annulé le vote des députés visant à rejeter un rapport qui avait mis en évidence des preuves crédibles d'actes répréhensibles commis par le chef de l'exécutif sud-africain. C'était dans le cadre d'un scandale financier de longue date, ouvrant ainsi la voie à une procédure de destitution à l'encontre du président. La DA est très claire sur sa position. Tout parti politique qui croit en l'équité et à l'état de droit et qui estime que personne n'est au-dessus de la loi soutiendrait une telle position selon laquelle, si le président est coupable de quoi que ce soit, il doit être tenu pour responsable. Cependant, il faut qu'un processus se mette en place. Ramaphosa est accusé d'avoir dissimulé à la police et aux autorités fiscales un cambriolage et un vol survenu en 2020 portant sur d'importantes sommes en devises étrangères qui auraient été cachées dans des meubles de sa luxueuse ferme de Falafala dans la province septentrionale de Limpopo. La première victoire serait que le président démissionne effectivement de ses fonctions. Ce serait la chose honorable à faire pour le président. La deuxième serait que, s'il ne démissionne pas, nous engagions sans aucun doute la procédure de destitution. Il va sans dire qu'il est temps pour lui de rendre des comptes et être honnête envers le peuple sud-africain. Le parti d'opposition Economic Freedom Fighters EFF a appelé Cyril Ramaphosa à la démission immédiatement et demandé l'ouverture d'une procédure de destitution à son encontre. Et enfin, le président américain Donald Trump a affirmé hier à vendredi matin que le cessez-le-feu conclu avec l'Iran demeurerait en vigueur malgré une nouvelle flambée de tensions militaires dans le Golfe. Alors que les Émirats arabes unis ont activé leur défense aérienne face à des drones et missiles iraniens. Reportage. Le président américain Donald Trump a affirmé ce vendredi matin que le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran restait en vigueur, malgré de nouveaux échanges de tirs dans la nuit dans le détroit d'Ormuz. Les Émirats arabes unis ont activé leur défense aérienne après le lancement de drones et de missiles iraniens. Sur le plan maritime, la situation demeure critique. 1550 navires provenant de 87 pays sont toujours bloqués dans le golfe Persique. Malgré plusieurs semaines de bombardements et un blocus naval américain, seuls 2 navires ont pu traverser dans le cadre de l'opération Project Freedom. Téhéran exige la fin des hostilités et la levée du blocus avant toute réouverture du détroit, tandis que Donald Trump réclame de nouvelles concessions sur le programme nucléaire iranien. C'est la fin de ce 19h30. Merci à vous de l'avoir suivi, mais retenez, la persévérance est le carburant de tous ceux qui veulent obtenir un succès durable. Bonne suite des programmes sur la chaîne du Moment. Au revoir.